Peut-être acquerrons-nous, dans une étude du jeu, les outils conceptuels nécessaires pour arriver à une compréhension originelle de la différence entre l'homme et le cosmos et de leur affinité. Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Troisième semaine, Bleu Cinéma, troisième dimanche de décembre du mois de l'Avent de Bleu Cinéma. Épisode 50. 50 épisodes de Bleu Cinéma. Hey, ça se fête. 50 épisodes le 17 décembre 2023. Après avoir commencé ça en octobre 2018. On est rendu au 50e épisode. Bravo Bleu Cinéma. Bravo Bleu Cinéma. Excellente réussite. Donc, la semaine dernière, on était avec Agamben, l'impuissance comme puissance. C'est ça. Je sais pas. C'était peut-être un petit peu compliqué. Mais rappelons-nous que ce sont des prolégomènes. Fait que c'est ça. C'est juste des bases. C'est juste intéressant. C'est juste le fun de penser à tout ça. Fait que cette semaine, on s'en va. On quitte le bowling pour aller vers le baseball. Avec Moneyball. Quelle meilleure manière de célébrer le 50e épisode de Bleu Cinéma qu'avec mon film peut-être préféré, Moneyball. Le film Moneyball, Billy Beane, le GM, le General Manager des A's d'Oakland, en plus, shout out, un hommage aux A's d'Oakland qui n'existeront plus, c'est terminé. Ce sera maintenant les A's de Las Vegas. Ça pue. Moi, Vegas, là, je comprends pas. On dirait qu'ils viennent de découvrir que ça existe. On envoie des équipes de football, du hockey, de la F1. Voyons. Pareil comme si, d'après moi, ils essaient de faire compétition aux Arabes là, qui font des événements sportifs de fou. D'après moi, c'est ça. En tout cas, pour paraphraser, mais pour citer Falardeau, il disait « Si le monde a bien un trou de cul, c'est bien à Las Vegas. » Moi, je suis bien d'accord avec ça. Ah, d'accord. Aujourd'hui, cette semaine, on parle on va du côté de l'art, du côté de Georges Brecht. Puis on se dirige tranquillement vers Moneyball. Ça va être smooth like butter. Fait que, allons-y. Voilà. Dans son livre « L'imagerie du hasard », Georges Brecht trace les rapports entre l'art et le hasard. Pour Brecht, le hasard est le paramètre originel de l'art et il se faut pour cette raison l'exploiter et le considérer vivement. Le hasard serait une façon plus pure de créer, se libérer de toute forme de prise de décision consciente, un peu comme le faisaient les automatistes, amènerait l'artiste à créer sans aucune détermination antérieure et par conséquent à se rapprocher du cours naturel des choses. Il prend pour exemple les dadaïstes qui considéraient l'inconscient comme une source d'images libres des partis pris qui nous ont nourris par le biais des parents, des usages sociaux et de toutes les autres restrictions artificielles sur la liberté intellectuelle. Il y a là à cet égard un premier problème quant à cet appel à l'inconscient psychanalytique, car bien que les théories freudiennes aient admis la richesse et le pouvoir symbolique de l'inconscient, elles ont constamment tenté de réduire ces mécanismes psychiques à des modèles, des lois ou des complexes qui relevaient toujours du principe de causalité. L'effet d'un traumatisme survenu à l'enfance, par exemple, est toujours la cause d'un désordre psychologique qui émerge à l'âge adulte. Il n'y a pas place au hasard dans la psychanalyse. Certes, nous pouvons admettre l'influence qu'a eu Freud en ce qui a trait au rôle important qu'il a su accorder à l'inconscient et à l'imagination symbolique, ainsi que les conséquences épistémologiques qui en ont découlé. Mais il est faux de prétendre que l'inconscient psychanalytique n'est que hasard et automatisme. J'entends que Brecht tente en fait de souligner cette révolution épistémologique de la psychanalyse qui a déplacé la recherche psychologique vers l'inconscient des rêves et des images. Mais il y avait néanmoins pour cette science une volonté scientiste
qui ne peut se réduire aux volitions artistiques libres de toute étreinte déterministe que Brecht veut mettre de l'avant. Ce qu'il souhaite, c'est montrer le pouvoir du hasard et du non-sens contre ce que sont les supercheries raisonnables, le non-sens logique des hommes. Il y a une volonté chez Brecht de lutter contre le pouvoir en place qui se dit raisonnable, mais qui en vérité ne l'est pas plus qu'un autre. Son propos consiste en l'annonce d'une lutte contre les autorités scientifiques et esthétiques qui ont le monopole de la vérité. Proposition que nous ne voulons aucunement remettre en doute. Pour Brecht, il y a vérité aussi dans le hasard, c'est-à-dire dans le non-sens, dans le non-téléologique de la nature. C'est pour cette raison qu'il souhaite réhabiliter le pouvoir du hasard dans la création artistique. Il va donc chercher à introduire des techniques, des jeux, pour susciter du hasard à partir desquels des œuvres artistiques seront produites. Par exemple, on pense aux techniques de cadavre esquis, des techniques de pige, desquelles une œuvre, une création en sortirait. À ce titre, Brecht trace étrangement un parallèle entre l'émergence de ces techniques de hasard dans l'art et le changement épistémologique de la science qui, au 19e siècle, a glissé du régime des causalités vers le régime des probabilités. La science serait passée d'une conception déterministe de l'univers à une conception marquée par le hasard. Sans doute y a-t-il eu révolution, mais en aucun temps l'esprit scientifique et ses évolutions scientistes et positivistes en furent ébranlés. La science cherche toujours des absolus, même s'il s'agit de probabilités. Le simple fait d'ériger des probabilités trahit les volitions de la science à prédire le cours des choses. Les sciences raisonnent ainsi. S'il se produit ça, il est probable que cela arrive, mais si cela ne se produit pas, ce sera peut-être cela, ou alors cela, etc. La science a beau passer d'un régime strict de causalité à un régime souple de probabilité, c'est simplement une autre manière de comprendre le monde in toto. À la limite, le régime des probabilités est plus universalisant par le fait qu'il passe d'un régime, par le fait qu'il cherche à englober non plus seulement ce qui va arriver, mais ce qui peut arriver. En passant d'un régime à l'autre, elle augmente ses chances, littéralement, d'avoir encore plus souvent raison. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Brecht mentionne que les premières questions relatives à la probabilité ont été formulées par des joueurs, car il tentait justement de mieux prévoir les résultats. Et tenter de prédire un jeu de hasard par des probabilités, c'est tenter de briser le jeu, qui est éminemment sans finalité. Le jeu ne sert à rien. Le jeu est ouvert au libre arbitre. Si nous sommes en mesure de prévoir le résultat ou l'aboutissement d'un jeu, nous gagnerons à chaque fois. À tout le moins, nous augmenterons nos chances. C'est ce que la science tente de faire. Les techniques de hasard que Brecht met de l'avant finissent par réduire l'art à bien peu de choses. Au demeurant, l'introduction de ces techniques de hasard ne fera que limiter l'univers infini et a priori des possibles de l'art. Insérer ces procédés réduit tout simplement la virtualité infinie de l'art à un nombre limité de possibles. Possibles, certes, en très grande quantité, mais quand même limité. Brecht cite Jean Harpe qui se trahit lui-même par les mots qu'il emploie. Il va dire « L'intuition m'a amené à vénérer la loi du hasard comme la plus haute et la plus profonde des lois. La loi qui s'élève des fondements. Le simple fait de parler de loi place ces techniques de hasard dans une logique de causalité. Quand il y a loi, il y a cause et effet. La loi du hasard est une expression oxymorique qui trahit un dogmatisme. » Ce sont là pour l'époque où il écrit ce texte, en 1966, des considérations bien pertinentes. Mais il en reste que cette volonté de produire du hasard n'est à mon sens pas nécessaire pour contrer ces supercheries raisonnables du pouvoir, puisque l'art et la création sont déjà des actes de résistance qui relèvent du libre arbitre. Le hasard, suscité par des techniques de dripping, par exemple comme chez Pollock, ou de pige à l'aveugle, par exemple, ne font pas de l'art quelque chose de plus libre ou de moins déterminé. C'est l'acte de création lui-même qui est déjà libre et non déterminé. En fait, toutes ces techniques de hasard que Brecht mentionne et propose
ne sont en fait rien de moins que des techniques de création qui ont le même rôle qu'un pinceau ou DALL-E. Une technique n'est pas un acte de création. Le pinceau, tout comme DALL-E, a un certain univers de possibles limités qui servent à l'acte de création. Un pinceau peut faire des traits plus ou moins épais. DALL-E peut faire un certain nombre de combinaisons algorithmiques, bien qu'en immense quantité, mais ne pourra jamais produire autre chose que des images. DALL-E ne produira jamais un palais victorien ou une statue de bronze. En revanche, l'acte de création de l'artiste le peut. En d'autres mots, ces techniques ne sont que des moyens d'opérer son libre arbitre créatif. Bien que la toile de Pollock relève du hasard à un certain point dans son exécution, Pollock a quand même pris la décision de ne pas prendre de décision. Là se trouve l'acte de création. Avant d'introduire la part de hasard de sa technique de dripping, c'est déjà un acte de liberté. Et sans ça, il n'y a pas de Pollock. L'art est toujours a priori non téléologique et non déterminable. Et en effet, sa proximité avec l'œuvre de la nature est indéniable. La nature relève du hasard, tout comme l'art. Ce rapport au jeu n'est pas insignifiant parce que la nature est en effet un jeu de hasard. La nature est non téléologique. Elle n'a pas de sens ou de finalité. J'entends ce point tout comme Brecht et les détaillistes qu'il cite d'ailleurs. L'art permet d'agir, de jouer, de concert avec la nature, sur cette absence de télos, de finalité. L'art ne sert à rien si ce n'est qu'à être en vie. La nature et l'art relèvent du jeu. Il n'y a pas d'intérêt à calculer des probabilités de résultats faisant partie d'un ensemble de possibles, si ce n'est que pour le seul objectif de comprendre la causalité du monde et donc sa finalité. Or, ce monde n'est pas déterminé. À tout le moins, l'homme semble incapable de se le représenter. C'est justement pour cette raison qu'il en calcule désormais les probabilités, et non plus les axiomes. De toute façon, note numéro 27... De toute façon, la vie ne vaudrait-elle pas la peine d'être vécue si on savait absolument à quoi sert-elle? Penser de même en art revient à limiter sa portée créatrice. Conceptuellement, je l'admets, cela peut être une proposition fort amusante, et c'était sans doute les idées de cette avant-garde, mais philosophiquement, ça n'épuise pas la question. Tenter de faire les probabilités d'un jeu en vue d'un résultat souhaité se solde toujours par un échec. Réussir un jeu consiste seulement à le jouer. Tenter de trouver le télos absolu est impossible. Le jeu est non déterminé et non déterminable. Sans ça, il n'y a plus de jeu. Note numéro 28. Ce n'est pas pour rien que compter les cartes au casino soit illégal. Le jeu est non déterminé et non déterminable et sans cela, il n'y a plus de jeu. Nous passons du virtuel au possible, de la différence à la répétition, de la création à la tautologie. Les techniques de hasard de Brecht consistent paradoxalement à vouloir libérer l'artiste de ses contingences, mais ce faisant, elles limitent la virtualité de l'acte de création. Ces techniques supposent des lois limitatives imposées par l'artiste qui réduisent le virtuel au possible de manière plutôt dogmatique. Cela réduit l'art au déterminisme, puisqu'il serait théoriquement possible de prévoir toutes les possibilités de l'acte de création exécuté sous ces lois de hasard précédemment établies. C'est limiter l'évolution totalisante de la science, c'est imiter l'évolution totalisante de la science qui cherche les finalités du monde. Or, il y a toujours une part irréductible de liberté dans l'art. L'art ne cherche jamais aucune finalité. Faire autrement, c'est tomber dans le dogmatisme esthétique. Brecht se dressait pourtant contre ces dogmes. À tout prendre, ces jeux de hasard ne sont que des techniques, des moyens d'opérer son libre arbitre, comme je l'ai dit. L'art ne réside pas en ses moyens, mais en l'acte qui les actualise. Il n'y a pas d'art inhérent ni à la technique de pige, ni au pinceau, ni à DALL-E. Ce ne sont que des moyens, des techniques pour faire des produits artistiques. Note numéro 29. Tout bien considéré, Brecht ne fait que découvrir une autre manière de pratiquer l'art, mais ces pratiques ne changent absolument rien à ce qu'est l'art sur le plan philosophique. L'art relève de la liberté. C'est pour cette raison que nous ne pouvons le réduire qu'à quelques contingences hasardeuses. L'art, c'est le hasard, le non-télos. Étonnamment, c'est le directeur gérant des A's d'Oakland, des années 2000, Billy Beane, qui illustre le mieux cette possibilité de réduire le jeu à un certain nombre de contingences, c'est-à-dire la sabermétrie. Rappelons-le,
Le jeu est toujours a priori un espace de liberté. On l'a vu dans le texte de la première semaine. C'est parce qu'il y a de la liberté que des jeux sont élaborés. Il y a donc le jeu et ensuite des jeux. Au même titre qu'il y a l'art, il y a le jeu. Comme il y a le baseball, il y a la peinture, et comme la sabermétrie, les techniques de hasard de Brecht. Or, ces deux dernières ne changent rien à la liberté, au non-télos, du jeu comme espace libre. Elles ne sont que des moyens de faire du jeu. Dans le cas de Brecht, de l'art. Réduire le jeu, ou l'art à cela, c'est nier sa virtualité. Or, Billy Beane s'est essayé. Ayant à diriger une équipe avec un budget très limité comparativement aux autres équipes, et ne pouvant se permettre de payer des gros salaires à des joueurs étoiles, il se devait de repenser son approche. C'est ainsi que la sabermétrie, par le biais de ses stratégies rigoureusement comptables, ont permis de faire émerger le potentiel de joueurs très sous-estimés et donc abordables pour les finances de son club. Inspiré par Bill James, qui a élaboré ces techniques sabermétriques, Beane a tenté le coup. Il a tenté de faire du non-sens, de la non-téléologie du baseball, du jeu, un ensemble limité de probabilités duquel on pourrait réussir à beat the odds. Dans Moneyball, on l'entend dire « We are card counters at the blackjack table and we're gonna turn the odds of the casino. » Il a pensé que le jeu pouvait échapper au hasard. Il a tenté de réduire le baseball à quelques contingences et il a évidemment échoué. Parce qu'il est impossible d'éviter la part irréductible de liberté qu'il y a dans le jeu en général. Billy Beane a tenté de faire du baseball, du national pastime américain, une science statistique. Nous constatons ici encore à quel point la science des probabilités trahit toujours ses volitions totalisantes. Elle se croit toujours infaillible. Bennett Miller en a fait un film et le récit est bien particulier en ce qu'il raconte l'histoire d'un cuisant échec. Tout au long du film, Beane répète constamment « Nobody cares if you don't win the last game of the season ». Et le film se termine en disant que toutes les équipes utilisent maintenant ces techniques alors que Billy Beane is still trying to win the last game of the season. La trame musicale laisse entendre en même temps sa jeune fille qui chante les paroles « You're such a loser, Dad ». C'est le récit d'un échec, d'un perdant. Certes, Beane a changé la manière dont le baseball se joue aujourd'hui. Mais du moment que tout le monde s'est mis à utiliser la sabermétrie, il a perdu son avantage. Si mince fut-il, et le hasard, le non-télos du baseball, a repris ses droits. La sabermétrie peut sans aucun doute être un moyen d'opérer le jeu. C'est une technique au même titre que les jeux de hasard dont Brecht parle, mais il n'épuise pas le jeu. Un jeu est toujours indéterminé. Il est toujours vain de tenter de le réduire à un ensemble de possibles. La virtualité infinie du baseball, à l'image de son terrain ouvert comme un œil sur la liberté immanente de l'homme, sera toujours irréductible à un ensemble de chiffres statistiques. En faisant entrer le baseball dans la modernité scientiste et iconoclaste, Baseball thinking is medieval, disait-il, Billy Beane a refusé la poésie du baseball et du jeu. À quoi bon faire du passe-temps de l'Amérique des mathématiques stériles? Il n'est pas sans raison si le baseball est un sport sans horloge. Il se joue tant qu'il y a du soleil pour illuminer le terrain et ses joueurs. Comme une métaphore, le baseball incarne la liberté irréductible de l'homme, l'inconnu avec lequel se mesure poétiquement l'homme, et la contingence mystérieuse du cosmos qui l'habite. Hein? C'est-tu bien dit, ça? Le gars, il se lance des fleurs. Tu sais. Non, mais écoute, c'est ça. C'est sûr que Billy Beane, il allait échouer. Tu peux pas... Le baseball et le sport, ça se joue pas avec des chiffres. C'est sûr, ça peut aider. Pas de même, ça marche pareil. Il y a tout le temps quelque chose que tu sais pas. Puis à toutes les fois que t'es capable de prévoir... Mais t'es jamais capable de prévoir. Si t'es capable de prévoir un jeu, tu triches. Donc, t'es pas un joueur. C'est la même chose avec l'art. Si tu es capable de prévoir l'art, il n'y aurait pas d'intérêt. Si je sais c'est qu'est-ce que quelque chose, c'est le prochain film de Billy Beane, le prochain film de Denis Villeneuve va avoir l'air, je n'irai pas le voir. Je l'ai déjà vu. Ça n'a pas rapport. C'est pas de même ça marche. L'art, c'est tout le temps non téléologique, c'est toujours autotélique, pourrions-nous dire même.
Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était le fun, ça. J'aime ça. C'est le baseball, c'est hot. Moneyball. Fait que that's it pour la 3e semaine. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, même heure, même poste, pour l'épisode 51. On the road for 100. Puis on va parler de théâtre un peu, de make-believe, de faire semblant. On n'est pas loin du jeu. On va parler de l'art encore, de jeu. Un peu plus court le texte, mais c'est un rendez-vous. Semaine prochaine, abonnez-vous à Bleu Cinéma. Semaine prochaine, semaine 4. Hey, ça va être Noël la semaine 4, la prochaine semaine, ça va être Noël. Fait que c'est ça, on va être le 24. Ça va être Noël. Ça va être la veille de Noël. OK, semaine prochaine.